Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de notre grand entretien qu'on a fait avec Kilian Schwab. Donc, les trois autres vidéos sont publiées alternativement sur la chaîne du Cercle Jean Mermoz ou sur la chaîne du Cercle du Guesclin. Et pour cette dernière partie, nous voulions aborder avec toi, Kilian, un article que tu as fait sur le site du Cercle du Guesclin sur la société civile. Le titre exact, c'est La société civile, une agonie pour la démocratie nationale. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces termes, société civile, peuple, qui pullulent le débat public, notamment avec ce parti d'Emmanuel Macron qui se réclamait de la société civile? Exactement. Alors, c'est pas pour rien, hein, d'ailleurs, que la République en marche, enfin, En Marche, puis la République en marche, se réclame de la société civile, parce que c'est effectivement ce qu'il est, c'est-à-dire un parti de classe, donc un parti de corps intermédiaire. Et on va vraiment revenir là-dessus. Alors, j'ai voulu revenir sur la société civile parce que l'expression est employée extrêmement abondamment, avec une portée très améliorative, c'est-à-dire que elle est présentée comme son développement est présenté comme une bonne chose et comme une manière de régénérer la démocratie auprès de ceux qui doivent la porter, c'est-à-dire en fait auprès du peuple, ou bien, on va y revenir, de l'individu. Alors qu'en fait, je pense que c'est au contraire un anti-individualisme et un anti-démocratisme, en tout cas dans ses formes, disons, triomphantes, si elle était poussée à son paroxysme. Alors, il faut revenir d'abord sur l'idée d'individu et l'individualisme, parce que c'est un terme qui est devenu galvaudé et qui est très abondamment dénoncé comme étant la crise de la démocratie, c'est l'individualisme. Alors, d'une certaine manière, c'est normal, parce que l'individualisme est devenu une représentation tellement ancrée dans nos modes de pensée qu'on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire, voire même on ne sait même plus ce qu'il veut dire tout court. Et ça, c'est normal. C'est devenu tellement un automatisme anthropologique que on ne réfléchit plus, on ne pense plus l'individu et l'individualisme. Mais il faut revenir à ce qu'il est. Alors, je dirais que je m'oppose aux conclusions qui sont faites, hein, qui sont tirées de l'individualisme, plus que à son sens premier, à son axiomatique, en fait. Parce que l'individualisme occupe une place matricielle dans la naissance des démocraties libérales au Royaume-Uni, enfin plutôt en Angleterre, aux États-Unis et en France, en fait, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Surtout dans ces trois pays, puisque en réalité, le reste de l'Europe continentale, je mets de côté la zone péninsulaire scandinave, qui a une histoire aussi sur le plan tout à fait particulière. Je parle surtout de la Suède et de la Norvège. Mais le reste de l'Europe continentale a plutôt une tradition autoritaire. Hein, je renvoie aux travaux d'Emmanuel Todd sur, donc bien sûr, les structures familiales. Il n'est pas étonnant que l'Allemagne, notamment, ait connu une très longue période autoritaire et que c'est un choc externe, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, brutal, qu'ils ont cherché, il faut quand même le rappeler, mais brutal, qui a impliqué un changement de paradigme. D'abord avec Weimar, puis ensuite avec la République fédérale allemande à partir de 1949. Alors, l'individualisme, je l'ai dit, occupe une place matricielle parce qu'il doit s'interpréter comme l'anéantissement des médiations. C'est-à-dire qu'entre l'individu, le citoyen, membre d'une collectivité civique, il n'y a plus rien qui le sépare de l'entité, de l'individualité politico-sociale qu'est le corps politique, c'est-à-dire la manifestation réelle de la volonté de vie commune. Je fais des distinctions entre le politique et la politique. Le politique doit s'envisager comme la signification d'une volonté collective de vie collective, donc de persévérance dans l'être, alors que la politique, c'est à l'action
politique, c'est l'us volontaire d'une signification particulière du politique. C'est une mise en œuvre institutionnelle du politique. Et dans ce cadre, anéantir les médiations, c'est supprimer ce qui empêche l'émancipation, on y reviendra quand on parlera d'une grande figure historique, l'émancipation de l'individu de ces cadres de socialisation qui sont dépolitisés. La famille, la communauté villageoise, la communauté urbaine, bourgeoise, la communauté professionnelle, sous l'Ancien Régime, les grandes corporations, aujourd'hui l'entreprise. Il y aurait beaucoup à dire sur l'entreprise, qui est en fait une enclave non démocratique dans une société qui se revendique comme telle, mais c'est voulu, hein. Mais aussi de l'intercession ecclésiastique. Le phénomène commence d'ailleurs tôt, hein. Le protestantisme, c'est déjà une manifestation de cette volonté d'anéantissement des médiations, puisque le protestantisme, s'il prône, ou si plutôt il présente les individus comme inégaux devant Dieu, au contraire de l'Église apostolique romaine qui présente tout le monde, tous les hommes, du monarque au manant, comme égaux devant Dieu, au contraire, devant les Écritures, les hommes sont inégaux, puisqu'il faut que le clergé explique, présente, dévoile la révélation divine aux laïcs. Alors que dans le protestantisme, c'est le contraire. Inégaux Mais devant Dieu. je te coupe, mais là-dessus, sur le sujet de la désintermédiation, la désinstitutionnalisation, justement, Baptiste Rapin, toujours lui, il explique bien que, par exemple, la cybernétique et le management moderne puissent ses sources chez les Quakers, qui est une espèce de secte américaine, et qui, eux, c'est le rapport direct avec Dieu, c'est la Confédération des Amis, je crois, la société qu'ils ont créée. Il n'y a plus d'institution. Et du coup, après, il parle beaucoup du fait que c'est le devenir organisation du monde, comparé à avant, c'était la perte de l'institution avec le mât du navire, qui en fait est complètement écroulé, devenir organisation liquide, où en fait, il y a on devient des particules de réseau de plus en plus. Ça rejoint ce que tu dis là-dessus. C'est la pulvérisation. Alors, ça, c'est du côté de la relation avec la divinité. Mais dans le politique, ça va être un vecteur d'émancipation vis-à-vis des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire celles qui sont issues de la féodalité, mais qui, en réalité, ont préparé leur propre anéantissement, puisque on trouve déjà dans la féodalité, dans les sociétés médiévales européennes de l'Ouest, les sources de la construction de la nation démocratique européenne. Parce que plus profondément que la démocratie libérale, c'est la nation qui est le creuset de cette émancipation individuelle. Mais effectivement, on le trouve déjà dans les sociétés féodales. L'idée que l'impôt est extraordinaire et qu'il demande le consentement, ce qui va prouver toute sa manifestation dans la constitution du Parlement britannique, enfin anglais puis britannique, l'idée du consentement à l'impôt est déjà présente dans les sociétés traditionnelles et va se dévoiler, se révéler au monde, pour reprendre un vocabulaire, disons, religieux, dans la constitution des nations, dans la naissance, le cri, les pleurs de naissance du nourrisson national. Parce que le modèle substantiel de la nation, qui refuse toute discrimination entre le citoyen, le travailleur et le soldat, qui est une distinction, une triade, qui est en tout cas une diade entre le travailleur et le soldat, qui est fondamentale dans les sociétés impériales eurasiatiques. À Rome, bien sûr, mais aussi dans les empires qui vont subsister plus à l'est, c'est-à-dire en Asie. Première chose, donc, refus de cette triade, ou de cette diade, et ensuite, refus aussi
de la séparation entre le titulaire de la puissance souveraine, c'est-à-dire de l'impérium, et son exercice. Alors, ce qui signifie que l'individu, le citoyen, est donc paré de toutes les prérogatives, il y a indistinction des prérogatives politiques, il est polyvalent, il fait tout, ou il peut tout faire, on ne lui oppose de barrière pour rien, ce qui a notamment donné, par exemple, l'idée de l'American Way of Life, c'est-à-dire, et qui est aussi motrice dans l'entrepreneuriat, mais qui sera aussi moteur, je sais pas, dans l'anarchisme. Enfin, en fait, on retrouve cette idée un peu partout dans tous les mouvements politiques, sociaux qui vont parcourir l'Europe. Et donc, ce refus de la spécialisation fonctionnelle va être au creuset de la naissance nationale. Donc ça, c'est pour l'individu, l'individualisme. Alors maintenant, il y a toute une tératologie de l'individualisme à faire. La tératologie, c'est la science qui étudie les mutations, les tares, les dégénérescences, les excroissances non voulues, d'une certaine manière. C'est plutôt une science naturelle. La tératologie, c'est une branche de la biologie. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas au royaume de l'individualisme contemporain. L'individualisme contemporain a muté de telle manière à s'extraire de sa fonction, à en devenir méconnaissable, au point où il ne signifie plus ce qu'il signifiait à l'origine, au point où, a-t-elle enseigné que, il est opposé, contraire à ce qu'il signifiait originellement. Parce que la dégénérescence de l'individualisme a conduit à dégager l'individu du citoyen. Il y a une nouvelle dyade, en fait, entre l'individu et le citoyen, qui n'était pas voulu à la base. Alors, je préfère un autre terme d'ailleurs que hyper-individualisme, qui est souvent appelé comme tel, parce que l'hyper-individualisme signifierait que l'individualisme se radicalise. Il se rapproche de sa racine, puisque radical, ça vient de radix, la racine, qui a donné d'ailleurs un synonyme de souche en français, un rachot. Un rachot, c'est une souche en français. C'est un vieux mot. Alors, je préfère le terme, plutôt qu'un hyper-individualisme, je préfère le terme de solitude impolitique. C'est-à-dire qu'en distinguant le citoyen de l'individu, les mutations de l'individualisme ont conduit à nier la portée citoyenne de l'individu et donc à plonger l'individu dans l'impolitique. L'individu s'enferme sur son narcisse, c'est-à-dire sur sa sphère privée, et comme on en avait parlé la dernière fois avec le complot, courbe les chines, fait le dos rond et attend que ça se passe. Voilà. Et cette impolitisation est très, très visible en Europe, puisqu'elle a amené à une mutation du politique vers une technique gestionnaire, avec la naissance d'une aristocratie nouvelle qui n'est pas citoyenne, mais qui est experte. Nous ne sommes plus gouvernés par des individualités, par des mandataires, ou par les mandants directement, mais par des experts qui entendent régner par deux biais. Le bras de glace procédural, comme je le lis dans mon article, et le stimulus électrique statisticien. Voilà. Il y a une manière de faire et une manière d'évaluer comment on a fait. Voilà. Mais Jean-Claude Michat dit que c'est le passage du gouvernement de la gestion des hommes au gouvernement des choses, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais ça rejoint ça, c'est-à-dire de devenir gestion statisticienne. Tout doit être mathématisé. Et en fait, une fois qu'on aura vraiment emboîté le réel dans des formules mathématiques, ce que dit Baudrillard, le monde sera résolu. Et donc, on sera dans la fin de l'histoire. Et enfin, on n'aura plus ce souci politique, cette espèce de liberté. Plus de liberté, plus de contrainte. Et du coup, on serait
tout irait bien. Alors, ce qui est paradoxal dans cette idée, c'est que cet impolitisme, en fait, chevauche ses propres contradictions. Il y a un hiatus entre cette volonté statisticienne de la maîtrise absolue du réel et l'impolitique qui conduit à ne plus rien faire, c'est-à-dire qui conduit à l'impuissance, parce qu'en fait, cette volonté de maîtrise absolue du réel, cette volonté où en fait le passé dégoûte et le futur effraie, cette volonté a une portée apothéotique, c'est-à-dire d'élection au rang divin. L'apothéose, c'est ça. Si vous voulez, on se débarrasse du politique pour mieux embrasser Dieu. Et quoi de mieux que la mathématique, cette forme de langage des lois universelles des lois universelles du réel, du monde sensible, pour manifester dans les esprits humains cette volonté de la maîtrise du réel. Et c'est en fait une volonté qui est inaccessible. Hein, parce que quand on a dit ça, c'est-à-dire en fait, quand on en revient à l'os, on dit il n'y a plus de politique, on ne peut plus on ne peut plus changer les hommes, on changera les choses, on décide de devenir des démiurges totaux, mais ou plutôt on ne fait qu'être des démiurges totaux en voulant dépasser ce statut de démiurge, c'est-à-dire plutôt que de se satisfaire de la soupe primordiale, on voudrait la dépasser et sortir donc de l'être et de l'avoir, ce qu'est la divinité unique dans les religions abrahamiques, ce que n'étaient pas, par exemple, ce que ne sont pas les divinités dans d'autres formes de religiosité. Donc, la sortie du monde, cette volonté de sortir du monde sensible pour non plus le modifier, mais pour en créer un autre, s'accompagne d'une sortie du politique qui est par nature l'expression d'une volonté démiurgique du monde politique, changer les choses. Alors dans cette nouvelle, cette recomposition en fait du monde sans le politique, c'est-à-dire sans ce qui est proprement humain en réalité, dans cette recomposition, le délitement des rapports politiques conduit à la solitude impolitique. On ne trouve plus de solution dans le politique puisqu'on a abandonné l'idée qu'il puisse changer quelque chose. Alors, au-delà de ça, comment prend place la société civile dans ce cadre? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait cette démonomanie de l'individualisme, qu'on a cherché le prince des ténèbres dans l'individualisme, comment la société civile se manifeste-t-elle? Eh bien, elle se manifeste par compensation. Je dirais qu'il y a des niches anthropologiques qui doivent être occupées, un petit peu, vous voyez, comme les niches écologiques. Lors des extractions de masse des espèces, on a eu 5 au cours de l'histoire de la Terre, il y a la disparition massive des genres, libère des niches écologiques que de nouvelles espèces au cours d'une radiation évolutive viennent occuper. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit avec la société civile, puisque nous nous débarrassons du politique, que la nation, de ce fait, est condamnée à la mort, et que donc la démocratie est condamnée à la mort. Hein. Le refus du politique conduit à la mort de la démocratie et de la nation. Nécessairement, les deux sont en couple chez nous. Eh bien, la société civile vient prendre le pas et elle vient occuper les niches qui étaient préalablement, antérieurement, occupées par les rapports politiques. Bon. Et cette société civile n'est en fait que la manifestation d'un renouveau des corps intermédiaires. On voit ça dans une idée qui est très mise en avant en économie, qui est l'exsanguination dont l'État est victime lorsqu'on le présente comme régulateur, c'est-à-dire que on ne voit plus l'État comme justement la manifestation, le biais de manifestation de l'impérium du politique, mais comme un grand horloger qui n'a pour fonction que de nettoyer et de graisser les rouages d'un monde qui lui préexiste, ça on n'en doute pas, mais qui surtout
est autonome de l'État. Il ne peut plus avoir d'impact sur lui. Et donc cet État devient le jardinier de ces sphères privées en croissance que sont les manifestations de la société civile. Et à mesure que donc l'intérêt général, qui a toujours été une chimère, mais c'est le propre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des institutions, c'est un horizon, un idéal à atteindre, qu'on n'atteint pas, mais que l'on poursuit. Qu'est-ce que le politique? Enfin, qu'est-ce que la politique? Sinon, cela. Puisque l'intérêt général, qui est un consensus provisoire sur ce qui relève de l'intérêt général, n'est plus poursuivi, eh bien, place nette est faite pour la combinatoire des intérêts privés, l'interaction permanente des intérêts privés. Il n'y a plus d'intérêt général, l'intérêt de la collectivité, il n'y a plus que des intérêts privés, concurrents, associés, alliés. Bref, la société devient une forme de cour géante, la cour du monarque, où on s'affronte pour des petites influences, pour des coteries, pour acquérir des places, en fait, d'une certaine manière. Et une expression témoigne bien de cela. C'est le fameux vivre ensemble. Alors, je n'ai rien en particulier, je dirais même que je suis plutôt pour, l'idée qui est portée naïvement par le vivre ensemble, c'est-à-dire en fait former une communauté harmonieuse, on pourrait le résumer comme ça. Mais derrière cette idée de vivre ensemble, il y a en réalité non pas une coexistence, c'est-à-dire vivre en symbiose, mais une cohabitation, c'est-à-dire vivre l'un à côté de l'autre, voire l'un face à l'autre. Parce que on ne termine jamais cette expression de vivre ensemble, c'est vivre ensemble des communautés. C'est ça la réalité. La cité est morte, vive la fédération des tribus. Et la nation, dans cette privatisation de l'espace public, parce que c'est ce que c'est, hein, il ne faut pas limiter ici la privatisation au transfert du capital d'une société, d'une personne publique à une personne privée, mais il faut l'entendre ici comme la reculade de l'intérêt général face à la combinatoire des intérêts privés. C'est-à-dire que la société éclate, elle est ces poussières d'étoiles, ce que nous sommes fondamentalement, sur le plan physique, des poussières d'étoiles face au divin, ou face à ce que vous voulez d'ailleurs, ou face à rien, hein. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le croire. Face à cela, il n'y a plus que des groupes réduits à la portion congrue. Il n'y a plus de vie collective, il y a une vie ensemble, voilà, mais séparément. Et donc, la solitude politique, que j'ai évoqué plus tôt, cache ce tribalisme. Le tribalisme qui réduit l'individu à des groupes d'assignation communautaires qui peuvent être de nature très différente. Alors, bien sûr, on parle surtout dans, disons, l'américanisation, hein, on parle très bien Régis Debray dans Civilisation, l'américanisation de toutes les sociétés occidentales et en fait du monde entier. Ces communautés prennent surtout la forme de communautés ethniques, quoi que sous-tende ce mot, puisqu'en fait c'est un mot extrêmement précis, hein, normalement, religieuses, sexuelles, mais ça peut aller plus loin, hein, ça peut être pourquoi pas des communautés professionnelles, la communauté des fabricants de beurre, hein, pourquoi pas, ou je ne sais pas moi, la communauté des ostréiculteurs. Non, mais on pourrait aller très très loin comme ça dans la pulvérisation. Mais derrière cela, c'est pas du tout une émancipation qui se cache, c'est au contraire un conformisme. Et là, je vais le dire, un hyperconformisme qui se cache. Puisque pour entrer dans ces cases précisément délimitées, il faut répondre à des impératifs d'identité. Et au point où les communautés sont distinctes par des arguties tellement précises, et donc si précises qu'elles sont brumeuses,
que, à moins d'en faire partie, on ne comprend rien. Et donc, comment serait-il possible de vivre en collectivité si on ne comprend même pas les règles qui sous-tendent cette vie en collectivité? En fait, elles n'existent plus. La seule règle de vie en collectivité qui est, c'est reconnaître qu'il y a d'autres communautés que la mienne et qu'au minimum, je vais tolérer son existence. Parce que c'est ça que veut dire tolérer. Tolérer, c'est accepter l'existence de l'autre. C'est pas plus. Hein. Tolérer, c'est pas aimer l'autre ou se rapprocher de l'autre ou construire avec l'autre. C'est accepter son existence. C'est beaucoup moins rose et beaucoup moins douceâtre que que le sens qu'on lui donne généralement dans la doxa mainstream. Alors dans tout ça, les sociétés civiles anéantissent une autre catégorie, c'est la catégorie du peuple. Le peuple n'existe plus. Le peuple, c'est cette masse indistincte d'individus vivant les uns avec les autres, et non pas les uns à côté des autres, qui s'organisent pour exercer, grâce à l'État, à un État, un imperium, c'est-à-dire une manifestation de leur vie collective souveraine. Nous sommes un groupe politique distinct de l'autre, qui a tout à fait le droit d'exister, c'est pas le problème, mais nous ne sommes pas l'autre. Nous sommes nous. Et puis les autres, eux, ont la même réflexion, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas l'autre. Eh bien, le peuple n'existe plus. Il n'y a plus de peuple, il n'y a que, comment je pourrais le dire? Il n'y a plus que des groupes qui n'ont pas de portée politique en eux-mêmes, mais qui vont exercer une magistrature politique parce qu'il n'y a rien d'autre. Et cette magistrature politique va consister à établir un domaine, défendre les limites de ce domaine et étendre ce domaine si possible. Voilà. Et je vais en terminer par là. Les réseaux sociaux sont la manifestation physique, même si virtuelle, physique de cet imbroglio indescriptible de communautés empilées les unes sur les autres, qui s'effondrent et qui prennent notre place. Enfin, c'est une espèce de montagne creuse, en fait, où la chose publique n'existe pas. Il n'y a que les petites revendications de chacun. Et les réseaux sociaux, eh bien, en fait, miment ce que nous en faisons. C'est-à-dire un espèce de supermarché de revendications catégorielles où la bande passante est un chariot de course. Et donc, eh bien, écoutez, la seule vie collective qui soit, c'est la vie collective du maintien des conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire en fait la consommation. Production, consommation. C'est la seule vie collective qui reste. Et donc, effectivement, dans ce cadre, le marché est la divinité qui surplombe tous les individus qui n'ont rien d'autre que lui pour les lier. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme